cardiologue et qui est par ailleurs conseiller médical de l'hôpital La Pétini et qui est enseignante à la faculté de médecine de l'université de Troyes. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. C'est un plaisir et c'est un honneur pour vous renouveler de prendre la parole devant nos maîtres, professeur PMC et professeur Zouti, qui sont ceux qui nous enseignent au quotidien le chemin de la rigueur et de la qualité dans la science et l'académie. Je voudrais également vous remercier, vous qui êtes là, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'un sujet important, l'hypertension artérielle. Premier motif de consultation en cardiologie, c'est l'hypertension artérielle. Tueur silencieux, c'est l'hôpital, c'est toujours l'hypertension artérielle. Les différents orateurs vous ont fait la revue de l'épidémiologie. Vous savez qu'un Camerounais sur 3 est hypertendu et que cette prévalence augmente à partir de 60 ans, c'est multiplié par 2, et que la mortalité de l'hypertension artérielle est liée à ces complications. Donc il est important pour nous de pouvoir justement parler de ces complications-là et nous parlerons des complications cardiaques de l'hypertension artérielle. Dans la prévalence d'hypertension artérielle, nous avons entendu, c'est 30% en Cameroun sur 3, et la mortalité de cette hypertension artérielle va croissante. Et si rien n'est fait en Afrique en 2027, on sera à 150 millions. Et l'hypertension artérielle, due par ces complications, elle multiplie par 7 le risque de faire un AVC. Tout à l'heure, le professeur va nous édifier par rapport à cette prise en charge. L'insuffisance cardiaque est multipliée par 4. L'insuffisance coronaire, c'est-à-dire la cardiopathie ischémique, est également multipliée par 3 à cause de l'hypertension artérielle. Quelle est la relation entre l'hypertension artérielle et les différentes comorbidités? On se rend compte que 50% des patients qui ont une cardiopathie ischémique sont hypertendus et que 15 à 20% des patients hypertendus ont une hypertrophie ventriculaire gauche. Nous verrons ensemble tout à l'heure les conséquences de cette hypertrophie ventriculaire gauche, également la relation avec les comorbidités. On retrouve l'HPA dans les AVC ischémiques. 3/4 des patients qui font un AVC ischémique sont hypertendus. L'insuffisance rénale, le docteur Maletna nous dira. 75% des patients diabétiques ont une hypertension artérielle. Vous voyez que l'hypertension artérielle est le socle des différentes complications cardiovasculaires. Parlons des complications. Commençons par les différents organes cibles. Vous savez, il y a 5 organes cibles de l'hypertension artérielle. Nous commençons par le cerveau avec les différents AVC ischémiques, AVC hémorragiques, tout ce qui est la démence vasculaire qu'on utilise souvent pour l'encephalopathies hypertensive. Donc on va descendre au niveau de la rétine, on peut avoir des rétinopathies. Au niveau des vaisseaux artériels, on peut avoir des dissections aortiques. Donc, nous en a parlé tout à l'heure. On peut avoir des anévrismes artériels, évidemment de l'aorte. Au niveau du cœur, on verra au niveau du rein. Au niveau des artères périphériques, on peut avoir la tauropathie oblitérante des membres inférieurs. Parlons du cœur. Comment expliquer les complications cardiaques? Les complications cardiaques sont liées à l'augmentation de la pression artérielle qui va être due à une résistance périphérique élevée et qui va augmenter la post-charge. Quand cette post-charge va être élevée du fait des résistances périphériques, on va aboutir à une hypertrophie ventriculaire qui, elle, va être responsable d'abord d'une insuffisance cardiaque diastolique. On aura des problèmes de remplissage, de compliance dans le gauche. On va également avoir une insuffisance cardiaque systolique par rapport à la contractilité du ventricule. Ce problème d'HVG
va sur le percuter au niveau de l'oreillette gauche, on verra tout à l'heure la complication de cela, et aboutir à des troubles du rythme. Et le premier trouble du rythme qu'on retrouve dans l'hypertension artérielle de la situation oculaire. Et l'hypertension artérielle va également potentialiser l'artérosclérose et aboutir à la cardiopathie ischémique. Donc voilà, procès la physiopathologie du retentissement cardiaque de l'hypertension artérielle. Nous parlons d'insuffisance cardiaque. On se rend compte que l'hypertension artérielle au Cameroun est la première cause de l'insuffisance cardiaque, comme dans de nombreux pays africains. Avec, on voit la place de la cardiopathie ischémique, on se rend compte au quotidien que peut-être avec l'émergence maintenant de nouveaux centres de diagnostic, on verra probablement cette prévalence augmentée. Nous avons choisi, parce qu'il s'agit d'un atelier pratique qui doit nous aider à pouvoir améliorer notre prise en charge. Donc on se rend compte qu'on parlera de l'insuffisance cardiaque. C'est la cause majeure de l'hospitalisation chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Et elle est associée à des taux élevés de mortalité et de réhospitalisation. La mortalité hospitalière varie de 4 à 10% en Occident. Au Cameroun, le taux de mortalité intra-hospitalière est de 20,4%. Nous avons voulu de manière pratique dire la démarche diagnostique devant une insuffisance cardiaque aiguë. D'abord, c'est un patient qui va arriver avec des signes, avec une dyspnée d'effort, d'intention brutale ou d'aggravation progressive. Chez un patient ayant ou non des antécédents cardiovasculaires ou des facteurs de risque, ou encore même une myopathique, mais toujours est-il que le patient va nous rapporter soit une dyspnée d'effort, soit une dyspnée paroxystique nocturne, parce qu'il est endormi, il est réveillé en sursaut, parce qu'il étouffe, il pourra avoir des signes d'insuffisance cardiaque forte. À l'examen physique, on va trouver des signes d'insuffisance cardiaque gauche. D'abord cardiaque, ça peut être une désaturation, une hypoxie qu'on va voir avec le saturomètre. On peut avoir une tachycardie qui va être traduite par une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute, qui pourrait être confirmée par l'ECG. Donc l'arsenal diagnostique va se baser sur, après un examen clinique qui est évocateur, parce qu'il permet à 90% d'évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë. Au niveau pulmonaire, comme signe pulmonaire, on va avoir des règles crépitants bilatéraux. Et en fonction de la sévérité, ça peut être au niveau des deux bases ou aller au sommet en marée montante. Donc, comme arsenal diagnostique, nous avons l'échocardiograme, nous avons l'ECG, nous avons la biologie, notamment les points P, BNP. Donc après ça, c'est la même morphologie. On va aller maintenant au niveau de la biologie avec la tuétique. Les pro-BNP ou bien les BNP, lorsque ces valeurs sont normales, c'est-à-dire inférieures à la valeur seuil, la probabilité d'avoir une insuffisance cardiaque est très faible. Par contre, lorsque les BNP ou les pro-BNP sont élevés supérieurs aux valeurs seuil, le diagnostic d'insuffisance cardiaque est probable et il faut compléter parmi les probabilités cardiaques pour pouvoir définir le réel métabolique, le réel mécanisme. Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque diastolique? Est-ce que c'est systolique? Est-ce que les deux sont impliqués? Mais surtout, quelle est la cause? Est-ce que c'est une cause ischémique? Est-ce que ça nous renseigne vraiment sur les différentes modalités? Il est important ici de pouvoir donner des signes de gravité de l'OAP, de l'aide du poumon. On va avoir des signes hémodynamiques, notamment une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Mais si vous avez un patient qui arrive avec une tension initiale ou bien dans ses différents carnets, vous voyez qu'il a une tension normale et qu'il y a une baisse de 30 mm de mercure de systolique, vous pouvez déjà le mettre comme un signe de gravité. La tachycardie supérieure à 120 battements par minute, qu'elle soit régulière ou pas, les marbrures
qui sont un signe d'hypoperfusion, de l'oligurie, des extrémités pâles et froides. Sur le plan neurologique, on peut avoir un patient qui est confus, un patient qui est somnolent, un patient qui est empathique. Sur le plan respiratoire, le critère de gravité, c'est une désaturation importante, une cyanose, une polypnée supérieure à 40 battements par minute. On va avoir des signes de détresse respiratoire, des signes de lutte. On peut avoir des signes d'hypercapnie, des sueurs, des confusions, l'épuisement. La bradycardie, c'est un patient qui a une forme de cardiaque normale, parce qu'il finit par s'épuiser. C'est également un signe de gravité. Pour la prise en charge d'une insuffisance cardiaque aiguë, il faut d'abord le mettre en condition. Il s'agit d'une hospitalisation aux urgences et en cas de mauvaise tolérance en réanimation ou en unité de soins intensifs cardiologiques. Le patient étant en position demi-assise, on pose deux voies de bon calibre, on monitore la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la température, idéalement avec des stops, on pose une sonde médicale, on veut véritablement objectiver une oligurie, mais lorsque le patient urine normalement et qui peut se placer sur un pot, on évitera la sonde vésicale parce que c'est pourvoyeur d'infections et d'autres complications. On lancera rapidement un bilan biologique, notamment le récréate, pour l'aide urinaire, pour savoir ce qu'il en est, les bilans morphologiques. On va oxygéner le patient 6 à 8 litres en fonction de la saturation de base. Le traitement de l'insuffisance cardiaque est une urgence. Lorsque vous avez un patient qui arrive avec une dyspnée, avec des rats crépitants bilatéraux, jusqu'à preuve du contraire, sans un contexte affaibli, jusqu'à preuve du contraire, c'est une insuffisance cardiaque. Vous lancez le traitement diurétique avec le furosémide qui permettra de soulager le patient, le temps pour vous de faire les différents bilans. Et c'est même un traitement d'épreuve dans notre contexte qui permet, lorsque la tension artérielle est normale, de donner de fortes doses de diurétique. En général, en quelques heures et de manière spectaculaire, vous faites une amélioration clinique. Donc, la diurétisation rapide de furosémide par voie injectable, c'est 0,5 à 1 mg par kilo en IV. On peut aller de 20 à 60 mg de IV lente, voire 80 mg. De toute manière, il ne faudrait pas avoir peur des diurétiques tant que la tension artérielle est élevée. Il faudra juste surveiller ensuite de la qualité. Donc, l'autre élément thérapeutique, c'est les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés ont une action vasodilatatrice. Donc, ils vont permettre d'avoir une meilleure action au niveau pulmonaire, qui va permettre à la fois de gérer la tension artérielle et de soulager le patient. Nous n'avons pas la forme injectable de dérivés nitrés résonants, mais nous, ici en pratique, on donne un comprimé. On initie un comprimé le temps qu'il fasse son action. On peut également prescrire des inotropes positifs lorsque le patient est en état de choc et à distance, on prescrira le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque lorsque le diagnostic a été confirmé, notamment les bloqueurs du système réninien-angiotensine associés au bêta-bloquant avec plus ou moins des diurétiques en fonction des symptômes. Cet algorithme nous rappelle la prise en charge des patients avec insuffisance cardiaque décompensée. Est-ce qu'il est en surcharge? Est-ce qu'il est congestif? Est-ce qu'il y a des signes d'hypoperfusion? S'il n'y a pas de signes, on donne, comme on a dit, des diurétiques de lance à forte dose en se basant sur la tension artérielle initiale. Si on n'a pas de régression de la symptomatologie, on va augmenter les doses de diurétiques. On va pouvoir combiner plusieurs diurétiques entre eux, notamment le propromodiazide qui va être associé au furosémide avec les bloqueurs du système, avec les bloqueurs, les épargneurs de potassium pour potentialiser cette action-là. Lorsqu'il y a une résistance, lorsqu'il n'y a pas d'amélioration clinique, là on va appeler le néphrologue pour pouvoir discuter une
d'épuration extra-rénale. Lorsque vous avez une amélioration avec des doses de diurétiques, vraiment c'est le traitement classique des insuffisance cardiaque qui va être mis sur pied. Mais lorsque vous avez des signes d'hypoperfusion, toujours des diurétiques, mais cette fois associés, comme je disais tout à l'heure, aux inotroques positifs, lorsqu'il y a une régression traitement classique, sinon il va falloir penser aux vasopresseurs comme la noradrénaline pour pouvoir aider le patient. S'il y a une persistance de l'hypoperfusion et une atteinte des organes, il va falloir penser à une assistance mécanique. J'ai voulu parler des traitements spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Il va falloir soigner la cause. Lorsque vous avez un infarctus du myocarde, on dira tout à l'heure, le coronarien, il va falloir traiter la cause. Lorsque vous avez une apnée sévère, il va falloir gérer, comme l'a dit le docteur Saguet, lorsque vous avez une tachycardie supraventriculaire, expliquer la cardioversion, et lorsque vous avez une fibrillation atriale, toujours la cardioversion, mais associée pour ralentir la fréquence cardiaque à l'hypoxie et aux inhibiteurs calcium radicalisants de manière prudente. La deuxième complication, c'est la fibrillation atriale. La fibrillation atriale est un trouble du rythme, une tachycardie supraventriculaire se caractérise par une activation anarchique, une formation de situation anarchique au niveau des oreillettes, qui va entraîner la rythmie la plus fréquente d'une manière générale, et la plus fréquemment associée à l'hypertension artérielle. Elle concerne 1 à 2% de la population. Sa prévalence augmente avec l'âge et ses complications sont graves. Notamment, il y a deux principales complications hémodynamiques, ça peut entraîner un état de choc, ou encore thromboembolique, ça peut entraîner des complications thromboemboliques. Donc, sur cette ECG, vous voyez bien que les espaces RR ne sont pas constants. Vous voyez très bien qu'il y a une distribution de la ligne isoélectrique et le cœur il bat rapide. Il y a 250 battements par minute. Donc voilà un ECG classique d'utilisation régulière. Il n'y a pas donc de creux bien visible devant chaque complexe. Maintenant, il était bon de comprendre pourquoi on a une FA dans l'hypertension artérielle. Premièrement, parce qu'on va avoir une dilatation de l'oreille gauche, du fait tout à l'heure de l'augmentation de la pression qu'on a vue liée à l'HBG, qui va entraîner une altération de la fonction atriale gauche. C'est-à-dire quand on a une FA, on a une amplification de 25% déjà de la fonction cardiaque atriale. On va avoir une modification des propriétés électriques. Cette dilatation de l'oreillette gauche va créer des foyers atopiques qui vont décharger et pouvoir entraîner la F1. On va donc qui va aboutir à l'hyperexcitabilité atriale qui va être traduite par le trouble du rythme. La prise en charge de la FA a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de contrôler la fréquence cardiaque et le rythme et de prévenir les complications thromboemboliques. Pour pouvoir contrôler la fréquence cardiaque, l'algorithme est simple. Toujours, est-ce qu'on est devant une FA bien tolérée ou mal tolérée? Lorsque la FA est bien tolérée, on se demande est-ce que la fonction ventriculaire gauche est conservée? Ça suppose qu'on va faire une échographie cardiaque. Lorsque la FA est conservée, on prescrit un bêta-bloquant actif, notamment de l'athénolol, qui va pouvoir ralentir la fréquence cardiaque avec une valeur cible entre 80 et 100 battements par minute au repos. Ou encore un inhibiteur calcium bradycardisant tel que le dithiazène. Si le bêta-bloquant n'arrive pas à ralentir le cœur, on va prescrire de la digoxine en surveillant les signes d'inflammation digitalique, CG ou encore clinique, notamment les vomissements, qui sont un signe d'intoxication digitalique. On peut également associer la clonarone pour pouvoir avoir une fréquence cardiaque au repos entre 20 et 50 secondes par minute. On va même la 110 battements par minute. Cependant, lorsqu'on a une insuffisance cardiaque ou une hypotension, on ne donnera pas des bêta-bloquants, on
on va donner directement de la divorcine ou encore de parents. Lorsque vous avez un état hémodynamique instable, l'urgence ici, c'est la cardioversion, de rétablir un rythme sinusal pour pouvoir permettre le remplissage vasculaire et sous certaines conditions, avec anticoagulation préalable ou pas, on va gérer par les réanimateurs. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la prévention thromboembolique. Quand on parle de fibrillation auriculaire, posez-vous toujours la question. Il y a deux types. Est-ce que c'est une FA valvulaire liée à une valve comme une valvulopathie, comme le réduction mitral, etc. Est-ce qu'il y a une valvulopathie? Si oui, anticoagulation d'office en discutant. Mais ici, ça concerne la FA non valvulaire. Et on va calculer le score de Schatz 2 qui permet de quantifier le risque thromboembolique. Pour rappel, le C, c'est l'insuffisance cardiaque. Le H, c'est la présence d'une hypertension artérielle. Le A, avec le 2, c'est lorsqu'on a un âge supérieur à 75 ans. Le D, c'est lorsqu'on a un diabète. Le S, c'est lorsqu'on a une insuffisance, un AVC. Et le sexe, lorsqu'on a une maladie, vasculaire ou vascularite. Et enfin, le sexe féminin. Donc, ce score est de 0 à 9. À partir de 1, on verra qu'on doit déjà anticoaguler le patient. Mais à côté du calcul du risque thromboembolique, on doit également calculer le risque hémorragique. Puisqu'on va éviter d'anticoagulant, on ne va pas remplacer, on ne va pas créer une maladie en évitant une autre, notamment des hémorragies liées aux anticoagulants. Il faut calculer le score de Harris-Bled lorsqu'il est supérieur ou égal à 3. Il faudra discuter vraiment de l'anticoagulation. Donc on retiendra que lorsqu'un patient a une FA valvulaire, je l'ai dit, anticoagulant, et le seul anticoagulant qui a l'AMM dans la FA valvulaire sont les AVK. Et lorsque c'est un FA non valvulaire, on regardera le score de Schatz. Pour un patient qui a moins de 65 ans, même si c'est une femme, il n'y a pas d'indication aux anticoagulants. Par contre, lorsqu'on a un score qui est déjà à 1, un score de Schatz à 1, on discute l'anticoagulant. Dans l'anticoagulation, il y a deux versants. Soit on donne des anticoagulants oraux directs, nous avons un seul sur le marché canadien, le Rivar savant, et vous avez les AVK qui sont usuels, qui demandent d'avoir un contrôle biologique des périnaires réguliers, qui ont une interaction avec certains médicaments. Pour terminer, c'est la cardiopathie ischémique, qui concerne un Américain sur 5. Les sujets jeunes sont les plus en vie concernés par la cardiopathie ischémique. On va juste donner ça pour dire que lorsque vous avez un patient qui vous rapporte une douleur rétrosternale constrictive, il faut penser à 3 fois sur 4 un problème cardiaque. Donc, juste pour vous rappeler la description de la douleur angineuse, elle va souligner un effort rétrosternal constrictif qui irradie vers la mâchoire ou encore le membre gauche. Maintenant, lorsque la douleur regresse à l'effort, regresse à l'arrêt de l'effort, c'est encore l'effort. Lorsque la douleur continue, bien elle est prolongée plus de 20 minutes, on est dans le syndrome coronarien aigu. Dans ce coronarien aigu, on distingue le sus-décalage du segment ST, donc le segment coronarien ST+. On a ici un infarctus local ST+, avec le sus-décalage qui est visible. Lorsqu'on a des anomalies de T ou du segment ST sans sous-décalage, avec une troponine qui est modifiée, la troponine est l'enzyme cardiaque qui signe la destruction des fibrines. On est devant un IBM ST-. Et lorsqu'on a un ECG qui est non modifié, une troponine qui est normale, mais une douleur thoracique vraiment typique, on est devant un endroit instable. Donc juste les images pour pouvoir vous montrer ici un syndrome coronarien ST+, avec un sus-décalage typique en inférieur D2, D3, AVF, avec une image en miroir en latéral. Donc quand vous avez pour le non-cardiologue aux urgences un ECG qui n'est pas normal, prenez la
puissiez appeler un senior ou quelqu'un qui est plus expérimenté pour pouvoir discuter de cet électrocardiogramme avec vous. Ici, vous avez un senior coronarien ST-. Ici, on voit le sous-décalage du segment ST en latéral, en inférieur. Les marqueurs biologiques ici, il faut doser la troponine. Il faut doser la troponine. Une première troponine qui est faite dans les 4 premières heures peut être négative, mais ça n'exclut pas la troponine avec un baptiste ischémique. Il va falloir redoser. Il est important de dire ici que devant un senior qu'on a ST+, il y a peu d'intérêt diagnostique de la troponine, mais plutôt un intérêt pour l'évolution. Il ne faut pas attendre les résultats pour commencer à traiter le patient. L'échographie va nous aider à pouvoir voir est-ce qu'il y a une diagnostic segmentaire, est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel à cela, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque. Donc, le diagnostic positif va reposer sur la clinique, la douleur thoracique, sur l'ECG, les différentes modifications électriques, enfin sur les critères biologiques, notamment le dosage de troponine. Le but du traitement sera vraiment de le perfuser. Les principes, on va aller vite, c'est de dire que les modalités thérapeutiques du syndrome coronarien ST+, sont différentes, ont des particularités par rapport au ST-. Dans le ST+, on va thrombolyser le patient lorsqu'il va arriver avec une douleur thoracique inférieure à 12 heures, idéalement dans les 6 premières heures. Donc, ST+ égale stratégie de reperfusion pharmacologique avec la thrombolyse et ou mécanique avec l'angioplastie. On a 2 centres à Douala qui le font. Pour le syndrome coronarien ST+, il va falloir prévenir la croissance du thrombus avec le traitement antithrombotique, transmission du thrombus ischémique, pour pouvoir décider de ce qu'on va faire comme traitement. Dans les mesures immédiates pour le ST+, c'est vraiment la prescription de forte dose d'aspirine, 300 mg, on va prescrire du clopidogrel, 300 mg en dose de charge. Anticoagulant, on va prescrire des paris de 3 formes moléculaires pour pouvoir lever l'obstacle, mais en tout état de cause, il va falloir amener les perfusions. Pour le ST-, c'est la même chose, sauf qu'on ne thrombolyse pas un ST-. C'est le message qu'on voulait vous dire ici. Et on a également voulu vous dire ici que la prise en charge médicamenteuse de la pneumatie ischémique est basée sur BASIC, le donné basique un bêta-bloquant, un antiagrément plaquettaire, une statine, un ISC et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est important pour vous puissiez ça. Monsieur le modérateur, il me reste 2 diapos. On va retenir juste que les complications cardiaques de l'HTA sont dominées par l'insuffisance cardiaque qui résulte d'une modification de la structure cardiaque, notamment la paroi ventriculaire, HVG, l'oreillette droite, une fibrillation atriale, la cardiopathie ischémique, que ce soit dans mort d'effort, le syndrome coronarien ST-, ST+. La prise en charge coordonnée de ces complications est importante et l'intérêt ici c'est la prévention de l'hypertension artérielle, prévenir vaut mieux que guérir. C'est un diagnostic précoce, c'est un traitement adéquat des complications pour pouvoir éviter la mortalité. J'ai voulu terminer par cette diapo qui est le bilan de retentissement cardiaque. C'est-à-dire que vous avez une personne qui a une hypertension artérielle, vous devez rechercher un retentissement cardiaque. Ça va d'abord être sur le plan interrogatoire, rechercher l'histoire du rhumatisme et d'une insuffisance cardiaque. Cliniquement, est-ce qu'on a une douleur thoracique, une douleur angineuse, une dyspnée d'effort ou de repos, des palpitations, à l'ECG qui est systématique chez le patient hypertendu, qui va étudier le rythme, est-ce qu'on a une FA, est-ce qu'on a une ischémie myocardique, est-ce qu'on a une surcharge particale HVG ou HAG, hypertrophie auriculaire gauche, et sur le plan échocardiographique, qui est plus sensible pour confirmer une hypertrophie ventriculaire gauche que l'ECG. On va voir la fonction diastolique, la fonction systolique, et enfin les troubles d'activité segmentaire. Donc, monsieur le modérateur, chers collègues, on va dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup au Dr. pour cet exposé très riche et très fouillé. Donc,